Comment ils vont? Ça va être ok? Est-ce que vous connaissez le point commun entre Nino le rappeur, MrBeast le youtubeur et Fast Good Cuisine? Et ben en fait, grâce à leur audience et à leur communauté, ils ont pu créer des restaurants. Mais attention, pas n'importe quel restaurant, des restaurants virtuels. On entend souvent les mots Dark Kitchen, Ghost Kitchen, marque virtuelle, restaurant virtuel. Je vous expliquerai en détail dans la première partie exactement les différences entre tous ces termes. Mais pour faire simple, les Dark Kitchen, Ghost Kitchen sont des cuisines qui opèrent uniquement en livraison, une ou plusieurs marques sous un même toit. Les clients ne peuvent pas venir récupérer ou manger sur place, c'est uniquement la livraison. Voilà, c'est simple. MrBeast, avec sa marque MrBeast Burger, a actuellement plus de 2000 points de vente dans le monde et principalement aux États-Unis. Pepe Chicken, qui est la marque de Fast Food Cuisine, est présent dans des dizaines de villes en France et est opéré par la marque Taster. Ce qui est intéressant, c'est que MrBeast a récemment déclaré dans un tweet qu'il voulait mettre de la distance avec sa marque pour se concentrer sur sa marque de cookies et de chocolat Feastable. Pourquoi? Parce que dans ce tweet, il explique qu'il est trop dur d'assurer la même qualité et la même expérience client dans tous ses points de vente, ce qui pouvait aussi impacter son image personnelle. J'ai moi-même pu voir l'envers du décor parce que j'ai travaillé pendant quelques temps pour l'entreprise qui s'appelle Taster, qui était l'une des marques pionnières dans ce concept-là, qui a évolué de Dark Kitchen à marque virtuelle. Je vous expliquerai ça juste après. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tous ces nouveaux modes de consommation, ces nouveaux concepts digitaux vont tuer la restauration traditionnelle? J'ai travaillé dans les deux, j'ai un avis assez tranché que je vous expliquerai après dans la vidéo et on va tenter d'y répondre sur 3 points principaux. Le premier, c'est pourquoi les Dark Kitchen, ces concepts ont vu le jour, à quelles problématiques elles répondaient. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai la vraie réalité de ces Dark Kitchen. On entend beaucoup de choses qui sont souvent négatives et beaucoup de choses qui sont fausses. Je répondrai notamment à cette vidéo de Simon. Qui dit pas de salle, dit pas de serveur, donc moins de personnel. Et pourtant, tu peux vendre au prix du marché puisque les gens ils imaginent que t'as une enseigne derrière. Oui, c'est complètement la douille pour nous qui payons des plats aussi chers qu'à la normale alors qu'ils reviennent bien moins cher aux restaurateurs à produire. C'est une marge genre 3 fois plus grosse pour eux. Elle est plutôt bien documentée, mais il parle à un moment de 3 fois plus de rentabilité pour ces modèles que des restaurants traditionnels. Ce qui est absolument faux. Et je vous partagerai les vrais chiffres des kitchens dont j'avais la responsabilité. Et enfin, je vous donnerai mon avis très tranché sur l'impact de ces nouveaux concepts sur la restauration traditionnelle. Est-ce qu'elle va mourir réellement? Comment elle peut utiliser ces concepts pour évoluer? Et je vous parlerai aussi des nouvelles façons de faire du marketing aujourd'hui dans la restauration et comment l'IA et les nouvelles technologies ont et vont chambouler cette industrie. J'ai aussi demandé à Arthur, qui est le fondateur de Food Influence, de participer à cette vidéo et de répondre à quelques questions que je lui ai posées. Allez, on est parti. Pourquoi les Dark Kitchen ont vu le jour? Alors pour comprendre pourquoi les Dark Kitchen sont apparus, il faut déjà comprendre quel était l'environnement dans lequel elles sont nées et les problématiques que certains restaurants n'arrivaient pas à résoudre. La première chose, c'est que les consommateurs étaient de plus en plus habitués aux services de livraison. Livraison de courses, livraison à Amazon, peu importe. Du coup, les habitudes étaient changées également. Deuxième chose, c'est le Covid. Bien entendu, le Covid n'a pas créé les Dark Kitchen, mais a accéléré leur expansion et leur croissance. Un autre point important est le changement des habitudes de consommation. Que ce soit les Gen Z, les millennials, il y a eu beaucoup de changements sur l'approche commerce, l'approche de la restauration. Je veux manger local, je veux manger sain, je veux manger vegan, je veux manger à 16h, je veux manger au boulot. Toutes ces choses ont changé les habitudes des consommateurs et les Dark Kitchen pouvaient y répondre plus facilement, en changeant leur carte plus facilement, en pouvant être ouverts dans des plages horaires plus importantes également. Il y a même certaines Dark Kitchen qui sont ouvertes 24 sur 24. Les Dark Kitchen ont à la fois fait évoluer des tendances, mais sont aussi nés grâce à de nouvelles tendances de consommation. Il y a aussi l'évolution des habitudes de travail. Aujourd'hui, il est beaucoup plus commun, notamment dans des sphères urbaines, de manger en 30 minutes au bureau. Pour ça, on commande un Deliveroo ou un Uber Eats, on mange dans son bureau pendant une réunion et on y va. C'est pas forcément mieux, c'est plus sympa de partager un repas avec ses collègues, mais la réalité est là. Et il est vrai que commander via les plateformes permet d'avoir beaucoup plus de choix. Il y a aussi de plus en plus de demandes de personnalisation. Et via toutes les données collectées, toute la data, les Dark Kitchen, les marques virtuelles, toutes les marques digitales peuvent offrir aux consommateurs des expériences beaucoup plus personnalisées. Ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et du coup leur offrir à la fois une liste de produits et une liste de restaurants qui va avec leurs envies. Enfin, le dernier point, qui est sûrement le plus important, c'est la partie financière. Ouvrir un restaurant, ça coûte très cher. Les loyers sont souvent plus chers parce qu'il faut à la fois la surface cuisine, mais surtout la surface qu'on dit front, c'est-à-dire la partie où les clients s'assoient. Il faut plus de staff, il faut souvent plus d'équipement. Et enfin,
sachant qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans leur salle où il y a les clients. Ils se focusent entièrement sur la conception des repas pour avoir un temps de préparation limité, pour avoir le moins d'erreurs possible et une qualité supérieure. Et encore une fois, grâce à toutes les données collectées, ils peuvent savoir à quel moment ils ont fait une erreur et à quel endroit ils doivent s'améliorer, reformer les équipes, changer les process, changer une partie du menu s'il le faut. Donc en conclusion, avec l'arrivée de l'ère digitale, avec la démocratisation de la livraison en ligne, les restaurants ont eu plus de mal à s'adapter que les dark kitchens forcément. Les dark kitchens ont répondu à ce besoin beaucoup plus précisément que les restaurants traditionnels. Après avoir compris quel était le terreau, l'environnement dans lequel les dark kitchens sont nés et ont prospéré, essayons de comprendre en réalité ce qui se passe dans une dark kitchen, comment ça fonctionne, quels sont les chiffres, quelles sont les choses qu'ils font bien, quelles sont les choses qui font moins bien, est-ce que les polémiques qui naissent autour de ce concept sont avérées, est-ce que l'envers du décor est bien différent que ce qu'on imagine. Je vais vous partager tout ça dans un instant, on part pour la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette dark kitchen? C'est quoi la réalité? Avant ça, il faut expliquer rapidement c'est quoi la différence entre tous ces termes qu'on entend, Ghost Kitchen, Dark Kitchen, marque virtuelle. Pour faire simple, Dark Kitchen ou Ghost Kitchen, c'est un restaurant sans salle où les gens sont focalisés pour créer des plats de livraison, des marques qui vont être vendues seulement via la livraison, principalement sur les plateformes Deliveroo, Uber Eats, etc. En parlant justement d'Uber Eats, Deliveroo, c'est ce qu'on appelle des agrégateurs. Ces entreprises font le lien entre le client, le consommateur et des marques de restauration et ils mettent à disposition leurs livreurs. Voilà. Simple. Vous avez ensuite ce qu'on appelle Kitchen as a Service. L'exemple le plus connu est Kitopi au Moyen-Orient. C'est une entreprise qui va opérer votre marque de restauration pour vous. Donc moi j'ai créé les Toké Pizza par exemple. Et ben eux ils vont s'occuper de la supply chain. Une fois qu'ils ont reçu les commandes, c'est leurs équipes qui préparent les commandes, livrent aux clients. Vraiment ils opèrent de A à Z votre marque que vous avez créée. C'est un peu vraiment l'opposé d'une marque virtuelle ou d'une dark kitchen. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les marques virtuelles ou virtual brand. C'est simple, c'est des restaurants qui dédient une partie de leur cuisine à une marque de livraison seulement, delivery only. Elles peuvent être soit créées par le restaurateur lui-même, soit être opérées sous un modèle de licence ou franchise. Je prends l'exemple d'un testeur, et ben je veux Outfry. Je suis un restaurateur qui fait de la pizza, mais j'ai une friteuse, et ben je peux prendre 5 mètres carrés de ma kitchen où je vais opérer avec le même staff, la même cuisine, Outfry en livraison seulement. Voilà. Le dernier terme, c'est les Deliveroo Edition, les Cloud Kitchen. Ça, c'est complètement différent. C'est des entités qui vont prendre un gros hangar par exemple et qui vont le diviser en plusieurs petites kitchens. Ils vont louer cet espace à des restaurateurs. Donc en fait, ce qui permet à des restaurateurs qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour créer leur propre restaurant, ils n'ont pas à dépenser les frais initiaux, les équipements, etc. Ils louent et ils peuvent opérer leur propre marque virtuelle, leur propre dark kitchen. Ce qui se passe aussi, c'est que vu qu'il y a une grande concentration de dark kitchen au même endroit, et ben il y a beaucoup plus de livreurs, par exemple Deliveroo Edition, plus de livreurs Deliveroo à côté. Ce qui peut permettre d'avoir beaucoup plus de rapidité dans la livraison. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les frais sont beaucoup plus chers. Donc il faut plus de volume. Les frais initiaux sont moindres, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des marges intéressantes. C'est la contrepartie. La frontière entre tous ces concepts est parfois poreuse et elle évolue constamment. Passons maintenant à la réalité sur le terrain des dark kitchen. Et je vais me focaliser principalement sur les dark kitchen, marque virtuelle ou ghost kitchen. Moi, je suis arrivé au début du Covid. Forcément, quand il y a une nouvelle révolution, une nouvelle évolution, au début, il y a plein de choses qui ne sont pas mises en place. Ça peut créer le bordel. Et oui, c'était le bordel. Quand je suis arrivé, il y avait des process pas forcément clairs, des équipes pas forcément bien formées. Il y avait le Covid en plus qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient plus là. Il y avait aussi beaucoup de tensions entre les livreurs et les équipes des dark kitchen. Je blâme personne parce que c'était compliqué pour les deux, mais il y avait parfois des queues de 25 riders qui attendaient devant, qui engueulaient les personnes qui étaient en stress dans les dark kitchen parce que les plats étaient quelques minutes en retard. En termes de chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dark kitchen doit opérer pour être efficace dans un rayon de 3,5 à 5 km. Pourquoi? Parce qu'il faut que maintenant les livraisons puissent se faire entre 20 et 30 minutes. Avant, la norme, c'était plus 30 minutes. Maintenant, les marques essaient vraiment de livrer en moins de 25-20 minutes. Pour ça, il faut un temps de préparation dans la kitchen entre 5 et 8 minutes pour laisser ensuite maximum 12 minutes de livraison au livreur. Pour optimiser aussi le coût des salariés, ce qui se passe souvent, c'est que comme dans un restaurant normal, il faut 2-3 heures de mise en place, donc l'arrivée des personnes, préparer le rush. Là, c'était 1 heure avant. Tout est optimisé, préparé la veille, on marinait le poulet la veille pour le lendemain, etc.
pour optimiser, c'est qu'il y avait aussi souvent plusieurs marques dans la même dark kitchen parce que comme ça vous mutualisez à la fois les ingrédients et à la fois le staff. Un staff va être sur son poste où il va y avoir 2-3 marques. Comme ça il peut faire les commandes de toutes les marques sachant que beaucoup des ingrédients sont mutualisés. On reviendra aussi sur le point de bascule, ce qu'on appelle le break-even, le point où le nombre de commandes permet d'arriver à la profitabilité. Moi les kitchens que j'ai vus pouvaient aller jusqu'à 500-600 commandes par jour. Il y en a d'autres qui allaient jusqu'à 1000, mais en général le point de bascule c'est, surtout dans ce modèle là, c'est aux alentours de 250-300 commandes par jour. Allez, maintenant on passe aux 3 fois plus rentables de Simon. Pour répondre à cette question, on va essayer d'expliquer les choses très simplement. Vous allez voir des petits graphiques qui vont arriver, comme ça vous allez bien comprendre. Il faut partir du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le nombre de transactions que vous faites fois le panier moyen. Simple, on arrive à 100. Des 100, il vous faut déduire les fees des plateformes, les frais des plateformes, aux alentours de 30%. Certains payent moins, 25, 28. McDo paye beaucoup moins parce qu'ils ont plus de volume. Partons sur 30. Il vous reste 70. Des 70, vous devriez normalement aussi retirer ce qu'on appelle les frais marketing, les frais de promotion, etc. qui sont autour de 5%. Mais pour simplifier les choses, je les enlève. Vous enlevez ensuite les food costs, les COGS ou les frais de matières premières aux alentours de 30%. Ça peut être plus, surtout en ce moment avec l'inflation, mais on reste à 30%. Il vous reste du coup à ce moment-là 40% de marge brute normalement. Mais vous devez encore enlever le coût des staffs, il faut bien opérer avec des personnes. Encore une fois, 20% à peu près. Il vous reste à ce moment-là 20%. De ces 20%, il vous faut enlever tout ce qui va être loyer, assurance, électricité, c'est ce qu'on appelle les coûts indirects. On va aller sur une base de 10%. Donc à la fin, il vous reste une marge brute opérationnelle, un EBITDA de 10%. Mais c'est pas ce que vous allez avoir dans la poche. Vous allez également devoir déduire les impôts. Également, il y a une partie amortissement qui est un terme comptable. Donc à la fin, vous gagnez beaucoup moins. Donc quand on explique que les dark kitchens gagnent 3 fois plus en rentabilité que les restaurants normaux ou traditionnels, ce n'est pas vrai. On est en dessous, voire au même niveau. La différence, c'est que plus vous allez faire de volume et plus vos coûts fixes vont être absorbés. Une fois que vous avez payé votre loyer, par exemple, chaque euro supplémentaire aura une proportion de la marge supérieure. Quand on arrive à des 500 transactions par jour, comme j'ai pu le voir, on peut monter jusqu'à 20% d'EBITDA. Donc plus vous avez de volume et plus vos coûts fixes sont absorbés. Et ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus d'acteurs se tournent vers un nouveau concept qui est je crée une marque virtuelle et j'utilise le modèle de franchise ou de licence pour la mettre dans des restaurants tierces plutôt que d'avoir ses propres kitchens. Tester, Clone, qui était anciennement Not So Dark, a fait la même chose. C'est très cher d'opérer ses propres kitchens, il faut beaucoup de volume, c'est beaucoup de frais en termes d'équipe opération, d'équipe au bureau. Donc maintenant, le nouveau concept, c'est je crée des marques et je les franchise auprès d'autres restaurateurs. Je pense que la première raison pour laquelle les acteurs abandonnent la dark kitchen pour passer sur de la marque virtuelle, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tous les acteurs de la dark kitchen qui passent forcément sur la marque virtuelle, mais la marque virtuelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui à opérer puisque aller voir des restaurants, des marchés des restaurants, c'est à la portée de tout le monde, mais faire générer du vrai chiffre d'affaires en plus via les restaurateurs, le fidéliser et le garder des mois et des mois, c'est une autre paire de manches. Donc pour moi, la première raison pour laquelle les restos abandonnent les dark kitchen, tout simplement à cause de l'inflation. Les prix des matières premières ont beaucoup augmenté ces derniers temps, on parle de 30 à 50% d'augmentation des prix des matières premières, donc c'est énorme. Déjà qu'à la base, même moi en opérant des dark kitchen pendant le Covid, je me suis rendu compte, pas de l'instabilité de ce modèle-là, mais en fait de tous les coûts qui vont entrer en jeu, donc il faut vraiment faire attention à énormément de choses pour être rentable, parce que le fil en fait entre ne pas être rentable, être break-even et gagner de l'argent, il est très faible sur le modèle de dark kitchen. Et aujourd'hui il l'est encore plus, mais la dark kitchen a beaucoup changé. Donc pour moi à l'époque pendant le Covid, la dark kitchen c'était simplement où on proposait à des restaurants de se développer en livraison avec leur concept de restauration, donc avec une seule marque. Et aujourd'hui la dark kitchen c'est devenu pour moi un emplacement beaucoup plus multi-site où à travers une seule cuisine on va essayer de mutualiser toutes les matières premières de différentes marques, essayer de rentabiliser un maximum un espace de cuisine en créant plusieurs concepts de restauration sur les plateformes de livraison. Et aussi on voit beaucoup d'acteurs de la dark kitchen qui ont saisi l'opportunité pendant le Covid et qui aujourd'hui ne sont plus aussi rentables qu'avant et essayent en fait de pivoter sur un autre modèle, notamment des modèles de food court, en essayant d'humaniser, de transformer leur dark kitchen en light kitchen et en multipliant en fait leurs canaux d'acquisition pour ne plus être dépendant des plateformes et pour aussi avoir leur application, faire du service physique, du retrait. Dans cette troisième partie, je vais vous donner mon avis tranché sur est-ce que réellement ces nouveaux modes de consommation vont tuer la restauration traditionnelle. Est-ce
que les dark kitchens vont remplacer les restaurants traditionnels? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre qu'en économie, il y a ce phénomène qu'on appelle destruction créatrice. Chaque innovation apporte son lot de nouvelles entreprises qui se créent et la destruction d'entreprises. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la restauration. Déjà, beaucoup de restaurateurs ont utilisé le modèle des dark kitchens, des marques virtuelles, pour évoluer. Ils ont utilisé une partie de leur kitchen pour de la livraison en ligne. Ils ont signé des contrats de franchise avec des marques virtuelles. Du coup, ils ont compris qu'il ne fallait pas s'y opposer. Il fallait essayer d'utiliser le maximum des bénéfices de ces concepts pour avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Ces entreprises sont aussi souvent des food tech ou des startups. Elles sont vraiment drivées par la data et par l'analyse de données. Ce qui a permis de créer des outils, des softwares, des logiciels qui permettent vraiment d'aider les opérations et d'aider au sein du restaurant à être plus rapide, à mieux planifier ses équipes, à mieux gérer sa supply chain, à mieux gérer ses pertes. Et beaucoup d'entreprises sont nées à ce moment-là, comme Delivered par exemple ou Rush Hour. Aujourd'hui, elles ne sont plus dédiées seulement aux startups, aux dark kitchens, mais également aux restaurants traditionnels. Comme aussi avec l'arrivée de l'iPhone, les consommateurs ont découvert des envies qu'ils ne soupçonnaient pas, des attentes en qualité, en rapidité, en choix qu'ils ne savaient pas possibles. Du coup, certains restaurateurs ont pu s'adapter à ces nouvelles exigences, d'autres moins bien. Les données collectées par toutes ces startups, par ces entreprises de logiciels permettent aux restaurateurs traditionnels de mieux appréhender ces nouveaux consommateurs et pouvoir adapter leur menu, adapter leur service, peu importe. Donc en gros, ces nouveaux concepts ont défriché une industrie qui était moins agile peut-être que d'autres et qui ont permis à beaucoup de changer leur mode opératoire. L'un des plus gros changements, si ce n'est le plus gros changement que j'ai pu voir via l'apport de ces nouveaux concepts digitaux, c'est le chamboulement au niveau marketing. Avant, il fallait faire de la pub pour attirer des clients, il fallait avoir des gros budgets là-dessus. Les dark kitchens ont inversé les choses. Ils sont partis sur des audiences existantes pour créer des marques. MrBeast Burger, Pepe Chicken de Fast Good Cuisine, etc. Ils avaient des millions de personnes qui les suivaient et du coup, ils ont créé une marque pour eux. Ce qui fait que le jour du lancement, les ventes ont explosé parce que aujourd'hui, le marketing, ce n'est plus d'attirer des clients à coup de pub, c'est de créer une communauté via le personal branding pour ensuite vendre des choses. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les secteurs. La meilleure façon de vendre, c'est de créer une audience, une communauté à qui on va vendre ensuite. Parce qu'on pourra à la fois comprendre leurs besoins et à la fois y répondre de manière plus efficacement. Et ça coûte beaucoup moins cher. Arthur de Food Influence, justement, a créé son concept d'entreprise autour de ça. On l'écoute. Plutôt que de développer des marques virtuelles où on va aller chercher nos premiers clients directement, on va créer un produit qui correspond aux communautés de nos créateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en amont, on va étudier en fait toute leur communauté et du coup réaliser un produit qui vont leur convenir en discutant avec eux, en co-créant avec eux et surtout en co-créant avec nos influenceurs et les personnes avec qui on développe nos marques. Donc ce qui va nous permettre en fait, lorsqu'on lance un produit, on sait déjà qu'il y a une traction au niveau de ce produit-là parce qu'on l'a créé pour un certain type de personnes. Comme on a discuté ensemble, Mehdi, plaire à tout le monde finalement, c'est plaire à personne. Donc finalement, il faut sélectionner une niche et se dire, on va créer le meilleur produit pour ce type de personnes ou pour cette communauté et on va être la référence auprès de cette communauté. Enfin, pour finir sur cette partie, il faut mentionner l'IA, il faut mentionner ces technologies. Quand on pense à l'IA, on pense souvent à ChatGPT, mais l'IA existait bien avant. L'IA permet de prendre beaucoup de données, de les agréger pour avoir des directions plus claires. On parlait de Rush Hour, de Delivered, etc. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'opérer un restaurant, de la supply chain au menu jusqu'aux opérations, parce que tout est connecté. On sait combien on a dépensé en matière première, qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce qui devrait rester, où est le souci, est-ce que c'est un souci de surdosage des ingrédients par les équipes, on reforme, etc. On a beaucoup plus de données qui sont beaucoup mieux traitées et qui nous permettent de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. L'IA, c'est aussi la robotique. On voit des marques comme Paddy qui faisaient des pizzas avec un robot. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qui peuvent faire peur, que ça va remplacer les équipes, etc. Paddy a arrêté d'opérer il y a quelques mois parce que le concept ne fonctionnait pas, mais surtout, pour être honnête, j'ai goûté, c'est pas très bon. Donc l'IA ne va jamais remplacer les gens dans la restauration, mais va être un moteur et un outil pour l'innovation. En conclusion, pour moi, les dark kitchens, les marques virtuelles, ces concepts digitaux ne menacent pas du tout la restauration. Au contraire, elles permettent à la restauration traditionnelle de mieux comprendre ses consommateurs, d'avoir une agilité plus grande face au changement, de pouvoir mieux gérer des externalités négatives et de pouvoir s'adapter plus rapidement. Les deux modèles peuvent et doivent coexister. Ils ne se cannibalisent pas. Au contraire,
ils se complémentent. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les dark kitchen, notamment les grosses entreprises de dark kitchen, évoluent de plus en plus vers des entreprises de service auprès des restaurateurs. Comme je crée une marque virtuelle avec toute la tech qui va derrière pour votre restaurant, pour augmenter vos ventes en livraison. Et au final, ce qu'on pensait comme une révolution, pour moi, ce n'est qu'une évolution. Pour moi, la vraie révolution, c'est celle du métaverse. Et je ne parle pas de mettre un casque et d'aller se balader et de faire manger son avatar. Non, j'imagine le métaverse comme un nouveau moyen puissant du marketing. Fin juillet 2023, McDonald's Hong Kong a annoncé un partenariat avec The Sandbox, qui est un univers de métaverse, pour les 40 ans des McNuggets. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent un marketing expérientiel, via le jeu, via des expériences, pour créer une loyauté envers la marque plus forte. Mais moi, comment j'imagine la restauration du futur, c'est comme aujourd'hui, les marques de plus en plus sont construites avec une audience existante. Moi, j'imagine la restauration construite avec son audience et pas seulement pour son audience. Et la présence dans le métaverse de ces marques, dans un food court digital, y contribuera. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai ma vision de la restauration en 2030 et accrochez-vous parce que je pense qu'on n'est pas prêts les amis. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.